en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie. Madame, Monsieur, bonjour. Le lundi 28 avril 2008, devant les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques réunis en séance, Madame Marie-France Garot a donné une communication intitulée « Le droit et les politiques ». Les politiques, les représentants du peuple, ne sauraient se contenter d'être les gardiens du droit, ils en sont aussi la source. Or, après le temps où les politiques se sont vus submergés par le droit, ne risquent-ils pas d'en être bientôt dépossédés ? Marie-France Garot est diplômée d'études supérieures en droit privé, en droit public et en histoire du droit. Elle a été, entre 1961 et 1967, chargée de mission au cabinet du ministre de la Justice garde des Sceaux, à l'époque M. Jean Foyer, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Elle fut députée au Parlement européen de 1999 à 2004 et avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation en 2002 et 2003. Depuis 1982, elle préside l'Institut international de géopolitique et dirige la revue du même nom, Géopolitique. Rappelons enfin qu'elle a publié en 2006 aux éditions Plomb un ouvrage intitulé « La fête des fous » qui a tué la Ve République. Marie-France Garot, en séance devant l'Académie des sciences morales et politiques. Il faut mettre ensemble la justice et la force. Et pour cela, il faut que le juste soit fort ou que le fort soit juste. D'une phrase, Pascal dit la norme du politique et son exigence éthique. Cette exigence est celle de la démocratie, ce doit être celle de la République. La justice politique doit donner à chacun un droit égal, quelles que soient les inégalités de naissance, de fortune, de capacité ou de pouvoir. Elle doit aussi donner un droit effectif, c'est-à-dire faire en sorte que chacun soit garant de sa liberté. Tels sont les principes qui régissent la justice politique. Joindre ensemble la justice et le fort, ou plus exactement, assurer le droit par la force, tel est bien le sens et l'action des politiques. Les démocraties occidentales, et en particulier la nôtre, se sont établies sur la volonté d'assurer la légitimité de ce pouvoir, c'est-à-dire sa reconnaissance par les citoyens. Un gouvernement est légitime d'abord parce qu'il respecte une constitution, du moins en général. Encore faut-il que la Constitution soit reconnue, que le pouvoir qu'elle instaure accomplisse son rôle de garant et de promoteur des libertés. Il faut aussi que la légitimité soit elle-même assurée et que les citoyens se fassent entendre du pouvoir, entendre et écouter, ou écouter et entendre, selon un système électif de représentation effective. Au risque permanent d'être juges et partis, d'accaparer le pouvoir qu'ils ont pour mission de régler, de juger et parfois d'inspirer, les représentants élus sont responsables de la légitimité du pouvoir dans l'État. Ils sont aussi responsables de l'ordre juridique et institutionnel qui assure cette légitimité vis-à-vis du peuple souverain. Ils sont enfin les garants de cette inaliénable souveraineté. Ainsi, loin d'être seulement spectateurs ou gardiens du droit, ils en sont aussi la source. Et dans ce perpétuel jeu d'échange et de miroir qui lie les politiques au droit, les politiques doivent se souvenir d'un double risque encouru, celui de s'en écarter ou d'en être écartés. Leur tâche est difficile, elle est même dangereuse si l'on juge la suite et le sort parfois funeste des régimes qui se sont succédés depuis 1789. Aussi, devant cette immensité de références, nous avons fait un choix très partial, celui d'un témoin. Nous avons sous les yeux une histoire encore vivante et chaude, que presque tous d'entre vous ont partagée, et dans laquelle certains se sont illustrés. Et il m'a paru que cette histoire des 50 dernières années, celle de la Ve République, offrait un panorama assez complet des avatars que le droit et le politique
doivent traverser ou peuvent traverser ensemble ou alternativement. Au risque d'une simplification évidemment réductrice, nous avons pensé que l'on pouvait distinguer 3 périodes. Je crois qu'il vaudrait mieux dire d'ailleurs 3 temps. Le premier fut marqué par une volonté ferme d'exigence politique. Refaire un État dont les institutions soient fondées sur la souveraineté du peuple et reconnues comme justes par les citoyens, telle était la volonté expresse du général de Gaulle. Les circonstances allaient lui permettre, à compter de 1958, la réforme d'un système politique usé et la consécration dans les textes de la rénovation politique. Ce fut pour une quinzaine d'années le temps de la politique inscrite dans le droit. Puis nos dirigeants trouvèrent peu à peu qu'à regarder si haut, le risque était grand de ne pas plaire assez, et ils se montrèrent davantage soucieux de privilégier les satisfactions individuelles et la gestion des choses. Non pas que celle-ci soit inutile, certes, mais il faut lui fixer des limites, sauf à oublier l'essentiel. Les politiques en sont chargés. Ils n'y réussirent pas vraiment, faute d'ailleurs sans doute d'avoir véritablement essayé. Et comme si la nature du législateur subitement avait eu horreur du vide, le droit soucieux de tout régler s'enfla au point de déborder ses créateurs eux-mêmes. Ce fut le temps des politiques submergées par le droit. Enfin, dans une mondialisation dépassant largement l'économie et dans le développement d'une représentation internationale des États, il fallut bien constater l'importance croissante de ces droits venus d'ailleurs et qui portent au nôtre un intérêt possessif selon la charmante formule du doyen Carbonnier. Peu à peu, et même sans s'en rendre compte, parfois les politiques doivent faire face à un environnement juridique protéiforme mais envahissant, et l'interrogation se fait de plus en plus insistante. En serions-nous venus au temps où les politiques sont dépossédées par le droit? Jean Foyer, qui participa dès l'origine à la création de la Ve République et en fut notamment comme garde des Sceaux un acteur important, cite dans ses mémoires la leçon de droit que lui donna le général. Souvenez-vous de ceci, lui aurait dit le général. Il y a d'abord la France, ensuite l'État, enfin, autant que les intérêts majeurs des deux sont sauvegardés, le droit. Rejet du juridisme, sans doute, comme le note lui-même Jean Foyer dans ses mémoires, mais certainement pas du droit juste, celui qui doit tendre l'organisation du pouvoir et régler la légitimité démocratique. L'instauration de la Ve République par ses 2 actes fondateurs, la Constitution et le référendum sur l'élection présidentielle de 1962, offre d'assez bons exemples de l'un et de l'autre. Dès son discours de Bayeux, le général avait posé le principe selon lequel le chef de l'État doit pouvoir dessiner et mettre en œuvre la politique de la France sans être entravé par la pratique dévoyée d'un régime parlementaire qui s'était un peu abandonné. Il savait évidemment fort bien que personne, parmi le personnel en place, ne souhaitait alors que ces principes ne fussent mis en œuvre. Or, leur application et leur pérennité impliquaient qu'ils soient inscrits dans le droit. La crise algérienne allait lui en ouvrir la possibilité, il la saisit. Se pliant aux règles institutionnelles et qui est encore en vigueur, il fut, le 1er juin 1958, investi par l'Assemblée nationale comme chef du gouvernement, du dernier gouvernement d'une 4e République moribonde. Dans son discours de présentation, il avait indiqué aux députés qu'il demandait non seulement les pleins pouvoirs pour régler la question algérienne, mais aussi, au-delà de ces aspects conjoncturels, les moyens durables de remédier par une nouvelle constitution à la dégradation politique. 2 jours plus tard, c'était fait. L'Assemblée votait 2 lois. La première, normale, donnait les pleins pouvoirs au chef du gouvernement pour régler par ordonnance, le vocabulaire gaullien pointait déjà, les mesures nécessaires au règlement de la crise algérienne. La seconde, constitutionnelle, fixait la procédure à suivre pour l'élaboration de la nouvelle constitution et précisait, comme l'avait accepté le gouvernement lors de la discussion, les principes qui devaient en régir la substance.
Nous ne nous attarderons pas sur ces questions de procédure. Elles reposaient essentiellement sur le souhait du chef du gouvernement d'obtenir l'adhésion la plus large et la plus complète sur la nouvelle loi fondamentale du pays. Elle reposait donc sur l'idée qu'à tous les stades de l'élaboration, il fallait autant que possible que juristes et politiques participent, quelles que soient leurs opinions et leurs tendances. C'était déjà d'ailleurs le cas dans le gouvernement, puisque le gouvernement, parmi les 4 ministres d'État, en comportait déjà 3 qui faisaient partie de la 4e République. Ce fut le cas dans le conseil restreint réuni autour du chef du gouvernement, dans lequel Michel Debré, alors garde des Sceaux, fut choisi comme rapporteur du texte. Ce fut aussi le cas au comité consultatif constitutionnel, présidé par Paul Reynaud, et qui examinait ensuite le texte. Politiques et juristes y participaient de tendances et d'opinions diverses. Et c'est ainsi que le texte arriva au Conseil d'État. Les travaux préparatoires ainsi organisés devaient permettre de réduire les éventuelles difficultés politiques. Ce fut le cas, et le texte parvient à la fin de ces étapes sans avoir subi de modifications majeures. Mais l'essentiel n'était évidemment pas là. Il était dans les principes qui devaient régir la nouvelle loi fondamentale. Tels que le général de Gaulle les avait lui-même définis, ils s'inscrivaient naturellement dans la tradition constitutionnelle française. La Ve République devait être républicaine, parlementaire, respectueuse de la séparation des pouvoirs et de l'autorité du pouvoir judiciaire. Elle le fut, le régime présidentiel ayant été écarté rapidement. De surcroît, les droits et les libertés des citoyens étaient fixés dans le préambule de la Constitution par le rappel de la Déclaration des droits de 89 et du préambule de la Constitution de 1946. Mais la Constitution devait évidemment comporter des mesures nouvelles destinées précisément à pallier les inconvénients du régime parlementaire tel qu'il avait précédemment fonctionné. Pour élaborer ces mesures, 2 idées essentielles ont sous-tendu la démarche intellectuelle et politique. Premièrement, le renforcement du pouvoir présidentiel. Deuxièmement, le rééquilibrage des pouvoirs entre gouvernement et parlement par une rationalisation du régime parlementaire. Il n'était pas encore question de l'élection du président de la République au suffrage universel, sauf peut-être ailleurs que dans la tête du président du gouvernement de l'époque. Mais l'article 5 du projet, qui est devenu l'article 5 de la Constitution, marque déjà très clairement la prééminence présidentielle. Chacun de vous connaît cet article 5, mais je n'en relèverai qu'une phrase, car elle conditionne la suite. Parmi les prérogatives dont dispose le président de la République, il doit assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Cette prérogative implique évidemment que le président soit doté des moyens qui lui permettent de mettre un terme aux 2 maux dont souffrait la 4e République, les crises ministérielles à répétition et le blocage du travail législatif par le Parlement. L'article 12 de la Constitution, qui prévoit le droit de dissolution pour le président de la République, d'une part, et l'article 11 qui ouvre le cours au référendum en matière législative, donnait au futur président les moyens de régler ce genre de problème. Plus discutés, nous passerons rapidement, étaient les dispositions de l'article 16, bien sûr, qui probablement venaient de souvenirs douloureux chez le chef du gouvernement. Cet article, comme vous le savez tous, n'a été utilisé qu'une fois, et mon Dieu, il faut considérer que dans cette unique fois, il n'a probablement pas été inutile. Passons. Mais ce qui est clair, c'est que la prééminence présidentielle était née et qu'il allait en résulter, dans la République, un rapport de force nouveau entre les pouvoirs. La Constitution fut adoptée par référendum dans les conditions que l'on sait, et nul ne peut dire qu'elle n'ait pas été préparée, élaborée, discutée, votée avec un respect constant et même scrupuleux des procédures et des principes républicains. Sans doute, le texte constitutionnel avait suscité quelques discussions, surtout chez les juristes d'ailleurs, en particulier sur l'article 16 et la délimitation du pouvoir législatif à l'article 34, où d'illustres maîtres, comme le doyen Vedel et le doyen Julio de la Morandière, imprégnés par l'esprit de Carré de Malberg, acceptaient difficilement que l'Assemblée élue au suffrage universel direct ne fut pas seule habilitée à exprimer la volonté générale.
En revanche, les politiques s'étaient tus, presque tous, attendant probablement que ce mauvais moment soit passé. Presque tous, sauf un. François Mitterrand, dès 1958, d'entrée de jeu, s'est posé en opposant de la Constitution au nom du droit. Il prétendait incarner à lui seul le légalisme et la vertu républicaine face à l'imposture nationaliste, je cite, et s'était placé d'emblée à la tête des adversaires de la Constitution. Je choisis quelques qualificatifs. Il accusait de Gaulle, entre autres, de ruiner le contrôle législatif et de triturer le code pénal. Ceci dit, nous aurions plus de respect pour l'affirmation bruyante de cette vertu républicaine si nous ne savions pas que 20 ans plus tard, l'auteur du coup d'État permanent avait accepté la Constitution sans en modifier une virgule. On doit cependant la vérité de dire qu'il n'allait pas rester opposant seul très longtemps. Le général, en effet, voulait fonder plus directement et plus profondément encore la prééminence présidentielle sur la légitimité démocratique en se référant au principe de la Déclaration des droits de 89, le suffrage universel est la source du pouvoir. Et à nouveau, les circonstances politiques allaient lui offrir l'occasion d'agir. Après le règlement de l'affaire algérienne, la situation politique s'est étendue, les MRP légèrement chatouillés par une allusion du général au Volapük intégré avait quitté le gouvernement, les opposants à la politique nucléaire, comme ceux à la politique étrangère d'ailleurs du général, reprenaient du poil de la bête. Prenant tout le monde à contre-pied et profitant de l'émotion suscitée par l'attentat du Petit Clamart, le général annonça donc tout de go le 20 septembre 1962 son intention de proposer aux Français une modification de la Constitution afin que le président de la République élu au suffrage universel. À nouveau, les Français seraient appelés à se prononcer sur ce point par référendum. Restait une petite difficulté juridique. En effet, la Constitution de 1958, la nôtre, prévoit pour la révision de la Constitution un article 89, lequel porte que le texte soumis au référendum doit avoir préalablement été voté en termes identiques par les deux assemblées. La fureur des parlementaires d'alors, redoutant plus que tout d'être dépossédés de leur principale prérogative qui était le choix du président de la République, ne laissait absolument aucun espoir dans cette voie. Consultés, députés et sénateurs, et sans doute surtout les sénateurs, auraient volontiers jeté la clé de la réforme dans la Seine. Le président de la République choisit donc d'engager la procédure de référendum sur l'article 11 qui n'avait pas été écrit précisément à cette fin. Ce fut la guerre. Les partis furieux se dressèrent dans un cartel des noms. Paul Reynaud lui-même fit connaître bruyamment sa désapprobation. On entendit même le mot forfaiture lancé dans un palais de la République. Quel était le cœur du problème posé ? C'était celui de la primauté de la démocratie directe sur la démocratie représentative, avec en corollaire. Est-ce que le droit qui ordonne, qui met en ordre l'expression de la légitimité démocratique peut s'opposer à l'expression de celle-ci, et ce pour des questions de forme ? Le président de la République ne le pensait pas, le Premier ministre non plus, et les ministres, tous sauf un, M. Sudreau, se rangèrent à l'avis du garde des Sceaux, qui, selon lequel, je cite, le fond l'emportant sur la forme, le caractère démocratique de la réforme la légitimait. C'était dit, le juridisme ne pouvait faire obstacle à l'établissement du droit juste. Et le 25 octobre, 65% des Français votaient oui par référendum. Le général de Gaulle avait parachevé dans les textes et dans les faits les institutions permettant la restauration de l'État. Et il a commenté sa volonté politique et la réalisation qu'il en avait faite dans une conférence de presse célèbre dont je ne citerai qu'une phrase. Ce que notre Constitution comporte, ce qui est tout à fait castrateur, mais le temps, ce que notre Constitution comporte de tout niveau et de capital, c'est d'une part l'avènement du peuple en tant que tel et collectivement, comme la source directe du pouvoir du chef de l'État et, le cas échéant, comme le recours direct de celui-ci. Il n'y avait pas, si je puis dire, le parallèle de cette disposition. Il ne pouvait pas y être dans son discours, mais on ne soulignera cependant jamais assez, je crois, que l'exigence de la démocratie impose à la prééminence présidentielle une règle
absolue. L'adhésion des citoyens, qui constitue la source du pouvoir présidentiel, en marque aussi les limites. Élu par le peuple, le président peut et doit consulter celui-ci lorsque des choix majeurs mettent en cause la souveraineté et de la nation et les voies que celle-ci emprunte. Si l'adhésion des citoyens fait défaut, si le pays rejette par référendum ou par élection la ligne tracée par le chef de l'État, si seulement il apparaît que le peuple se détache de lui, celui-ci ne peut ni imposer ses desseins, ni s'imposer lui-même, sans violer le principe démocratique des institutions. Cette obligation qui sous-tend, justifie et borne le pouvoir présidentiel ne peut être enserrée dans le droit, fût-il constitutionnel. Elle se situe au-delà, elle relève de l'esprit, de la morale, de l'exigence morale et politique, mais elle est au cœur de la Ve République. Le général en administra d'ailleurs lui-même la preuve. Après la fêlure de 1968, il considéra qu'il était essentiel pour lui que soit confirmée ou infirmée l'adhésion des Français à son projet politique. Il la sollicita par référendum, les Français la lui refusèrent, il en tira la conséquence et tout était dit. On est évidemment, en y réfléchissant, sujet à une interrogation. Le général se doutait-il que les institutions qu'il donnait à la France reposaient au-delà de droit sur une exigence politique si haute qu'il n'était pas certain que tous ceux qui seraient appelés à les exercer en aient même seulement conscience. Et d'aucuns ont regretté que la Constitution de 1958 n'ait pas intégré à sa vision et à ses prévisions les faiblesses, les fatigues, les contradictions de la nature humaine. Je crois qu'il s'est oublié que pallier ces carences sera toujours hors du domaine du droit. Le politique s'inscrit certes dans le droit, il doit s'inscrire dans le droit, mais il le dépasse. Après que les problèmes politiques et les querelles juridiques liées aux 10 premières années de la Xe République étaient réglés au moins dans leurs principes, il apparut au garde des Sceaux, c'était toujours le même, que la clarté et la concision qui marquaient l'œuvre constitutionnelle pouvaient trouver un usage convenable dans l'ordre interne et que le moment était venu d'entreprendre la réforme des codes que personne n'avait osé aborder depuis qu'ils avaient été élaborés. Le président de la République ayant donné son aval, la réforme fut engagée sous la houlette de Jean Foyer et, pardonnez-moi Monsieur le Président, la coordination tutélaire que vous avez exercée avec la plume de Jean Carbonnier qui avait été prié, je crois, d'user du style et de l'encre de Portalis. La modernisation de grande partie du Code civil et d'une partie du Code de commerce fut engagée menée à terme. Le Code de commerce, non, le doyen Carbonnier n'y a pas mis la plume. Le garde des Sceaux s'était réservé le Code de procédure civile, bien que celui-ci ait, selon ses propres termes, la peau dure. Mais il s'agit, chacun le sait, d'une matière particulièrement chère à son cœur. Je sais mieux quiconque, il me l'a enseigné. Et par conséquent, il a gardé, il s'est préservé le Code civil et il a mené brillamment cette réforme à son terme. Si je reviens sur cette codification, c'est parce que, outre leur intérêt intrinsèque, ces nouveaux codes, exemplaires par la forme et par le fond, portent témoignage d'une législation en voie de disparition. Écrits par des juristes imprégnés à la fois d'une vaste culture juridique et de la rigueur sémantique et conceptuelle que porte avec lui le classicisme du droit civil. Excusez-moi, messieurs les publicistes, mais je crois que le droit civil est peut-être plus exigeant de ce point de vue-là que le droit public. Ces textes présentent en effet les caractères nécessaires et suffisants qui doivent régir un système juridique. On peut en définir 3. La limitation des règles aux stricts besoins réels du droit dans la société, l'absence de toute question circonstancielle, passionnelle ou moralisatrice, l'exigence du caractère objectif de la règle de droit. Comment, en si peu de temps, sommes-nous passés de cette sage modération à l'inflation débridée dont chacun fait le constat quotidien? Pour citer Philippe Muret, de cette législation galopante, de cette peste justicière qui investit à toute allure l'époque, comment se fait-il que personne ne s'effare? Une seule statistique,
elle est très primaire, mais significatif. Le journal officiel comptait 12 500 pages à peu près, entre 46 et 70, à peu près immuable. En 72, il grossit, 14 000 pages. En 76, 15 000. En 2004, 22 000. Et je suppose que nous devons être autour de 25 000. Il existe, il est vrai, à cette inflation des causes techniques et des causes plus profondes politiques. Les causes techniques, nous en connaissons la première, c'est évidemment la délimitation faite par l'article 34 de la Constitution. Les constituants ont voulu préserver le caractère, enfin, privilégier le pouvoir législatif en lui accordant l'exclusivité du droit dans certains domaines, soit dans leur principe, soit dans leur totalité, tel qu'il est fixé dans l'article 34. Mais la conséquence peut être imprévue de cette disposition, le reste étant réservé, étant abandonné au pouvoir réglementaire. Mais la conséquence imprévue, c'est que si le pouvoir réglementaire est subsidiaire dans son principe, son terrain est illimité dans la réalité. Et que, bien entendu, gouvernement et administration s'engouffrèrent dans la brèche. S'engouffrèrent même, d'ailleurs, en franchissant de temps en temps les limites de l'article 34, il est parfois plus facile de faire passer un cavalier budgétaire que de réaliser le parcours du combattant qui consiste à récolter les signatures pour un décret. Et le droit bureaucratique commençait. Non pas que le droit bureaucratique soit de mauvaise qualité, mais il a une infirmité de naissance. Par définition, il émane de ministères différents. Et par conséquent, il ne peut pas, ou du moins pas aisément, donner une vision d'ensemble du système juridique. L'administration allait se trouver en position dominante dans la protection du droit, et quelques années plus tard, des événements politiques qui étaient alors imprévisibles allaient renforcer cette évolution. Les générations sorties de l'ENA occupaient déjà en nombre des postes dans l'administration, mais elles n'avaient pas encore conquis majoritairement les fonctions gouvernementales. Les élections présidentielles de 1974 allaient leur en donner l'occasion. Il se trouve en effet que le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et le Premier ministre, Jacques Chirac, étaient tous les deux issus de la haute administration. Et par conséquent, tout naturellement, lorsqu'ils choisirent les ministres et les collaborateurs, ils s'entourèrent de gens avec lesquels ils étaient liés. Et ainsi, pour la première fois, la haute fonction publique investit le Conseil des ministres et le cœur du politique. C'était la première fois, en effet, dans la Ve République, dans l'histoire de la République même. Et les conséquences latérales de cette sorte de révolution n'ont pas cessé de s'amplifier. Les fonctionnaires prenaient le pas sur les politiques, le décret sur la loi, et la prépondérance de l'administration dans la préparation législative allait même entraîner la bureaucratisation de la loi elle-même. Sous le regard, il faut le noter, indifférent et parfois complice des ministres. Au-delà de ces aspects techniques, la prolifération galopante du droit résulte cependant de causes plus profondes. La Ve République était à sa naissance imprégnée des impératifs d'un État fort. Le temps passant, cette exigence allait s'estomper, et au milieu des années 70, sous l'influence de la montée de l'individualisme, corrélative à l'allègement du poids de l'État et correspondant d'ailleurs à la pensée du président de la République d'alors, le droit se coula dans des formes différentes pour répondre aux sollicitations de la société civile. L'instrumentalisation du droit dans le domaine économique, dans le domaine social, la valorisation de la vie privée, et dans le même temps l'exaltation envahissante des droits de l'homme, conduisirent à une transformation profonde des normes. Les textes, destinés à répondre dans l'urgence à des situations particulières, posent en effet des règles parcellaires, instables, dont le caractère circonstanciel nécessite correction et repentir. Le droit objectif est fait de règles et de systèmes juridiques déterminant les principes régissant une collectivité. Dans le modèle classique, c'est de lui que découlent, par voie de conséquence, les droits subjectifs. Tel n'est plus le cas. La généralité de la loi a, semble-t-il, vécu, et la simplicité normative de la règle de droit cède devant la multiplication des droits à ou des atteintes à. Les références ne sont plus celles de la citoyenneté ou de la République, et le foisonnement des droits subjectifs constitue seulement l'expression désordonnée d'une multiplicité de situations individuelles.
Conseil constitutionnel s'en est aussi un peu mêlé, mais le temps manquant et l'inflation qu'il a parfois suscitée en élargissant ses compétences et surtout par les réserves d'interprétation qu'il donne, étant d'une importance relativement limitée, nous passerons. En revanche, la question qui se pose est comment se fait-il que même si l'intention en est périodiquement exprimée, personne ne soit capable d'endiguer cette marée. Les hommes en charge du politique n'ont pas senti que l'État, en s'immisçant dans le jeu économique et social, perdait au moins en partie le privilège de sa transcendance. Il ne leur offre plus l'appui d'un droit posant des règles générales sur lesquelles fonder les solutions particulières. Dès lors, les responsables ne savent ni ne peuvent résister aux exigences des individus dont ils ont la charge lorsque ceux-ci, en raison de confronter à des situations nouvelles, des progrès de la science, de la technologie ou de l'évolution des mœurs, appellent à l'aide. Les références à des principes préexistants étant récusées comme obsolètes, on entend de plus en plus souvent le cri commun au surgissement de toute situation nouvelle, il faut combler le vide juridique. L'exigence est évidemment de surcroît jugée irrépressible si un État voisin et jugé plus évolué a déjà adopté la loi réclamée. Négligeons prudemment la question de savoir si le vide peut exister dans le droit ou si l'on confond à tort le vide juridique ou le non-droit. Soyons sages. Constatons seulement que la nature humaine contemporaine ayant horreur du vide juridique, là se trouve la source de la colonisation en passe d'être parfaitement réussie du politique par le droit. Or, l'inflation de la loi et la dévalorisation qui en est le corollaire se situent dans le contexte d'un émiettement de l'État et d'une modification des principes fondamentaux de la société qui touche à la conception même du pouvoir. Les politiques devraient se souvenir que leur force est indissociable de celle de l'État, que l'exercice effréné de la fonction législative ou réglementaire ne les renforce pas, elle les submerge. Et surtout, qu'il est, je cite le doyen Carbonnier, un minimum de raison d'État auquel l'État le moins autoritaire ne saurait renoncer sans disparaître. Même s'il contribue largement à l'inflation législative, les droits venus d'ailleurs posent un problème d'une toute autre ampleur et d'une toute autre nature. Nous ne parlons pas là des droits dont bénéficient les étrangers vivant en France au regard de leur loi nationale. Non, nous parlons de ces droits qui n'ont aucun lien étatique, qui sont nés d'organismes abstraits, des constructions abstraites, et qui pénètrent dans le droit français sans s'y fondre, mais en revendiquant une force supérieure au droit national. Ils ne sont d'ailleurs pas venus par effraction, ces droits, ils sont venus tout naturellement, en rentrant par la porte qu'on leur avait ouverte par l'article 55 de la Constitution, qui prévoit que les traités l'emportent sur la loi interne. Disposition au demeurant banale dans les traités, mais il n'était pas encore prévu l'importance qu'elle aurait. Lors de la Constitution, pourtant, les traités européens étaient signés depuis 1 an. Mais on n'avait pas encore tout à fait mesuré les choses. Et c'est égal, d'autres droits sont entrés par la même porte, en particulier ceux qui touchent la justice pénale internationale et la Convention européenne des droits de l'homme. Mais là, c'est un peu différent. Au moins, la situation est-elle stable, puisque la règle est fixée par les traités dont ces droits sont issus. Il n'en est pas du tout de même pour le droit communautaire européen, dont l'activité créatrice se révèle permanente et insatiable. Lorsque la Constitution de 1958 a été donc signée, élaboré, le traité de Rome était signé depuis le 23 mars 1957. Et les constituants n'ont sûrement pas envisagé pour cet article le sort qui allait être le leur. D'ailleurs, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Dans les années qui ont suivi, c'est l'évolution politique de la construction européenne qui a mobilisé l'attention. Et on s'est beaucoup moins intéressé à l'importance grandissante du droit. Près de 20 ans plus tard, pourtant, celle-ci était évidente. Néanmoins, en France, le vote de l'acte unique par le Parlement français entérina pratiquement sans débat l'acceptation distraite par les politiques du chemin parcouru. Et il était pourtant considérable. Les traités européens ne donnent pas, prudence ou inattention,
la moindre indication sur la hiérarchie des normes communautaires et nationales. Le renvoi à la Cour de justice sur ce point étant donc implicite, c'est la Cour qui a décidé. Dans un arrêt célèbre, Costa contre Enel, 15 juillet 1964, elle instaura la primauté du droit communautaire sur le droit national. Mais ce qui est intéressant, c'est le mécanisme de cette primauté. Statuant au nom de l'intérêt communautaire, elle posa le principe de cette primauté dans une argumentation qui donne la dynamique du développement. Pour la Cour, l'intégration de plein droit de la norme communautaire dans l'ordre interne d'une part, et son application directe aux ressortissants des États membres d'autre part, serait ineffective si un État pouvait s'y soustraire par un acte opposable au texte communautaire. La force du droit communautaire, soulignait la Cour, ne saurait varier d'un État à l'autre à la faveur des législations internes sans mettre en péril sa finalité même. Et dans un paragraphe révélateur, elle concluait ainsi. Issu d'une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne, quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la communauté elle-même. Autrement dit, la force du droit communautaire ne se justifie pas par une légitimité politique, constitutionnelle ou démocratique. Son objet n'est pas, notamment au droit communautaire, d'élaborer tel ou tel système institutionnel, fédéral, impérial ou comme on voudra. Non. Sa primauté sur tout autre droit découle nécessairement et suffisamment de sa seule nature qui est d'être commun. Il en résulte que toute exception nationale porte atteinte à son essence même, dans la mesure où elle altère ce caractère commun et en conséquence, elle doit être limitée. Ce qui a comme conséquence qu'on élimine par exemple des normes nationales qui pourraient parfaitement bien et qui devraient même survivre dans un système fédéral. La diversité, c'est la vie quand il n'est pas nécessaire d'établir la communauté. Là, il n'en est pas question. Cela signifie que toute la primauté s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales, administratives, législatives, juridictionnelles et même constitutionnelles. De là, l'effort incessant de la Cour pour réduire et éliminer les compétences encore nationales, puisque celles-ci, d'emblée, sont suspectes de remettre en cause l'unité et l'uniformité du droit communautaire, et je reviens selon sa formule, et donc son essence même. Nous sommes en présence de l'exemple parfait d'un mécanisme auto-justificateur du droit, dont les caractéristiques sont d'être incontournable logiquement et incontrôlable démocratiquement. La Cour de cassation, en 1984, puis le Conseil d'État en 1989, finirent par admettre la prédominance du droit communautaire, y compris sur une éventuelle loi interne ultérieure. Mais ce sont les problèmes d'ordre constitutionnel, surgis en raison des transferts de souveraineté induits par le traité de Maastricht, qui, pour la première fois, attirèrent sérieusement l'attention des politiques. Ce traité posait de toute évidence un problème de compatibilité majeur avec la Constitution nationale. Le Conseil constitutionnel tourna la difficulté avec une grande habileté en suggérant aux constituants d'introduire dans notre loi fondamentale un nouveau titre intitulé « Des communautés européennes et de l'Union européenne ». La participation de la France aux communautés européennes et à l'Union européenne s'y trouvait donc affirmée dans un article 88 nouveau, dont un paragraphe s'est contenté d'ajouter que sous réserve de réciprocité, la France consent les transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire. La méthode inaugurée à cette occasion consistait donc à glisser les dispositions spécifiques dans une rédaction générique et globale, ce qui est évité aux constituants de modifier tous les articles des textes constitutionnels, notamment ceux qui touchaient à la souveraineté ou au pouvoir du Parlement. Et l'habileté de cette procédure était telle qu'elle fut évidemment réutilisée, d'abord pour le traité d'Amsterdam et ensuite pour le projet de traité constitutionnel portant constitution pour l'Europe. En englobant ainsi lors de chaque réforme constitutionnelle, sans les préciser, les dispositions portant atteinte, je cite le Conseil constitutionnel, aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, la méthode adoptée a évidemment pour conséquence de rendre infiniment moins perceptible l'interaction pourtant fructueuse entre les traités et la Cour de justice.
Lorsque les traités modifient les compétences, la Cour de justice se trouve de facto trouver un domaine nouveau, et sa compétence s'élargit progressivement par glissements successifs. Chaque élargissement ouvrant corrélativement un domaine où la primauté normative s'applique. Au reste, je pourrais donner des exemples, mais c'est sans doute un peu long. Par exemple, l'immigration est passée de la troisième corbeille où la compétence est nationale à la première où la compétence est communautaire dans le traité, et du coup, l'immigration rentre dans le droit européen. De toute manière, il est clair que n'importe quel domaine de compétence peut être abordé sous plusieurs angles, et la Cour ne s'en prive pas. Un seul exemple. La Constitution allemande prévoit que les femmes ne peuvent pas porter les armes. Cette disposition constitutionnelle, qui concerne quand même la souveraineté d'un État membre, puisque la défense nationale n'a pas encore été communautarisée, doit cependant s'effacer, arrêt du 11 janvier 2000, devant une directive communautaire sur l'égalité des sexes dans l'accès à l'emploi. On pourrait multiplier la dispersion d'une manifestation sur une autoroute, qui est de la compétence nationale en France, par exemple, est appréhendée par la Cour de justice européenne parce qu'il s'agit d'une entrave à la libre circulation des biens, etc., etc. Le Conseil constitutionnel a bien tenté de résister à l'envahissement du droit communautaire. Il a cherché en particulier à faire prévaloir certains principes de la Constitution nationale lorsque sont en cause, je cite ces termes, les dispositions expresses contraires à celles-ci ou les règles et les principes inhérents à l'idée constitutionnelle de la France. Mais il se heurte évidemment au fait, à l'existence et au droit communautaire, puisque depuis 1992, le droit européen est intégré dans la Constitution française et que par conséquent, le transfert se fait de manière automatique. Le Conseil constitutionnel a néanmoins posé le principe selon lequel il pourrait constater l'incompatibilité entre une loi transposée et les principes, les règles et les principes inhérents à l'idée constitutionnelle de la France, mais pour l'instant, cette décision n'a jamais été utilisée. La situation, d'ailleurs, c'est singulièrement aggravé depuis, au point que tout cela est un peu dépassé. Depuis le traité de Lisbonne, qui offre quand même un champ de découverte quasi illimité. La primauté du droit n'avait donc, comme je le disais tout à l'heure, jamais été inscrite dans les traités. Elle était inscrite dans le traité portant constitution, qui a été, que le référendum a rejeté. Et ça, c'était peut-être une disposition bénéfique, car en même temps, ce traité prévoyait en effet l'exception pour l'atteinte aux règles constitutionnelles. Mais comme l'affirmation de la primauté du droit européen avait suscité quelque émotion, dans le traité de Lisbonne, on a supprimé la primauté du droit européen et en même temps le corollaire sur les règles constitutionnelles nationales. Alors, la démarche des rédacteurs du traité passe en 3 temps. Dans le traité, une disposition le moins très allusive. C'est l'article 249 du traité sur le fonctionnement de l'Union. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. C'est si pudique que, à la conférence de Lisbonne, les présents ont considéré qu'il fallait mettre une déclaration annexe. Alors, la déclaration annexe reprend mot à mot, textuellement, la jurisprudence de l'arrêt Costa que je vous disais tout à l'heure, que je citais en partie tout à l'heure. Mais, pour faire mieux, cette déclaration porte le numéro 17. Mais pour que tout soit bien clair, la conférence a décidé que serait annexé au traité et à la déclaration un avis de la présidence du Conseil. Un avis de la présidence du Conseil, dont le texte est ainsi libellé. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice que la primauté du droit communautaire est un principe fondamental de droit. Selon la Cour, ce principe est inhérent à la nature particulière de la communauté européenne. Et il conseille de conclure, en toute simplicité, à l'époque du premier arrêt de cette jurisprudence constante, la primauté n'était pas mentionnée dans le traité. Tel est toujours le cas actuellement. Mais le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le traité ne modifie en rien l'existence de ce principe, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. Expressis verbis, comme dirait l'ancien garde des Sceaux. C'est évidemment un blanc-seing
pur et simple. Ce dont on ne peut manquer tout de même d'être surpris, c'est que ce blanc-seing émane du Conseil, qui est, dans l'organisation européenne, l'institution politique supérieure, puisqu'elle réunit les chefs d'État et de gouvernement, les politiques. Autrement dit, ce qu'on peut reprocher au droit européen, ce n'est pas d'aller dans une mauvaise direction, c'est d'être totalement narcissique. Son objet, c'est lui-même. Et d'ailleurs, la note ne s'imposait probablement pas parce que la Charte des droits fondamentaux a été annexée au traité. Et étant annexée au traité, elle doit être considérée comme le traité lui-même. L'article 6 du nouveau traité porte que la Charte des droits fondamentaux a la même valeur que les traités. Elle bénéficie donc à ce type du principe de primauté et une déclaration numéro 1 précise de surcroît qu'elle est juridiquement contraignante. Si l'on doutait encore quelles en pouvaient être les conséquences, on pourrait citer le texte du protocole concernant la Grande-Bretagne et la Pologne qui s'en sont exonérés. Celui-ci précise en effet que la charte n'étend pas à ces deux pays la faculté de la Cour de justice de l'Union d'estimer que leurs lois, règlements, dispositions, pratiques administratives sont incompatibles avec les droits, les libertés, les principes fondamentaux qu'elles réaffirment. On ne saurait être plus clair. Compte tenu de l'ampleur des droits garantis par la charte et surtout de leur caractère, si j'ose dire, horizontal, les traités déterminaient des compétences rationnées, matérielles, verticales. Là, ce sont des compétences horizontales. Là, le champ d'action de la Cour est devenu absolument illimité. Et la Cour de Luxembourg est tout à fait soucieuse d'avoir le champ le plus large possible, à tel point qu'elle se méfie un peu de la Cour de Luxembourg, apparemment. Et deux précautions valant mieux qu'une, elle s'est prémunie de toute concurrence qui pourrait émaner de celle-ci en précisant dans un protocole, vraiment il n'y a que les protocoles d'intéressants dans les traités, annexé au traité de Lisbonne, la nécessité de protéger les caractéristiques spécifiques du droit de l'Union dans l'accord relatif à l'adhésion future de celle-ci à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais où sont les politiques ? Où sont-ils ? Ont-ils même conscience de l'obligation impérieuse qui devrait être la leur de prendre en charge le droit des libertés, le droit de la démocratie, les droits de matériel et de la gestion n'ont rien à voir sans eux de l'ordre avec la démocratie. Il y a maintenant un demi-siècle que les peuples d'Europe ont senti la nécessité de renforcer leur solidarité, d'abord économique puis politique, face à l'esprit conquérant de puissances sûres d'elles-mêmes. Les désaccords portant sur l'organisation de cette solidarité ont été et sont encore profonds et nombreux. Il n'empêche que dans la période de bouleversement que nous traversons, son principe est une nécessité vitale. Or, les peuples ne peuvent croire longtemps en des institutions faites sans eux et auxquelles ils se sentent étrangers. Ils acceptent mal un droit qui ne tire sa force que de lui-même, pour lui-même. Ils ont besoin au moins de comprendre le destin que l'on modèle pour eux et l'origine réelle et le sens de les règles qu'on prétend leur imposer. Il ne suffit pas de plaquer des mots sur les institutions pour qu'elles soient légitimes. Leur finalité doit nécessairement s'insérer dans le politique, ce qui implique chez les dirigeants la responsabilité assumée des décisions prises et de leurs conséquences. Si tel n'est pas le cas, ne parlons plus de démocratie. Et je conclurai en citant Julien Freud. La démocratie se corrompt dans son principe lorsqu'elle élude sa responsabilité politique. Elle est un régime politique où elle n'est rien. Je vous remercie. Vous venez d'entendre la communication donnée par Madame Marie-France Garot, intitulée « Le droit et les politiques » en séance le lundi 28 avril 2008 devant l'Académie des sciences morales et politiques.